L'idée de mon intervention, ça n'est pas d'essayer de tout couvrir, c'est essayer de tout mettre sur la table. Storytelling et ambiguïté pragmatique, le titre est assez ambitieux en fait parce que j'ai du mal à cerner précisément, vu la richesse du propos de William Carell, les moments où on serait vraiment dans des procédés de storytelling au sens fort, mais je pense qu'on a assez de spécialistes autour de la table virtuelle pour essayer d'en apprendre davantage. Si jamais il y a des perturbations du son, vous voyez que je me suis caché dans mon repère de vampire là, et j'essaye d'éviter un voisin qui est en train de jouer de la perceuse, donc désolé si à certains moments c'est désagréable. Alors, en introduction, enfin en rappel finalement de ce que vous venez de voir, je dirais que Opération Lune, c'est au départ une commande d'Arte qui demande donc à William Carell un documentaire sur le pouvoir des images et sur la manipulation donc, par le récit audiovisuel. Et au lieu de leur produire quelque chose de didactique, il leur amène ceci, donc, qui en 2002 est un format, alors pas entièrement nouveau, mais quand même très rare, donc le principe du documentaire, avec, dans le choix qui est fait par Carell, l'idée d'un glissement progressif de la vraisemblance. J'imagine qu'il n'a échappé à personne dans le groupe que nous formons aujourd'hui. Pour l'avoir projeté plusieurs fois à des groupes d'étudiants, c'est une expérience vraiment de type psychologie sociale qui est intéressante à mener pour guetter les moments où le doute s'installe. Entre le moment d'effroi du début, qu'est-ce qui se passe, on a un prof conspirationniste, et puis la manière dont on découvre petit à petit donc le propos du film, on a des variations assez fortes du seuil à partir duquel le doute commence à s'établir. On va aborder donc à la fois les procédés qui sont présents dans la présentation de Carell, et puis quelques éléments sur la réception. Alors c'est très difficile, hein, à mesure où on est sur un documentaire qui est d'abord projeté sur Arte, donc avec les audiences à la fois binationales, un peu confidentielles, etc., qu'on a sur Arte, et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est la façon dont Opération Lune continue sa vie sur le web, parfois avec des destins très, très antithétiques par rapport au projet de William Carell. Donc, Carell reprend naturellement ce qu'on a l'habitude maintenant de voir sous le terme de vidéo conspirationniste. Alors, je mets des guillemets, pas parce qu'elle ne le serait pas ou parce que ce serait sujet à caution, mais parce que ce n'est pas naturellement sous ce cadre que les conspirationnistes eux-mêmes les proposent. Ils présentent ça, bien entendu, comme du dévoilement. Et le jeu donc, sur la destruction progressive de l'impression de vraisemblance, on va voir qu'il correspond malgré tout à un certain cadre de réception, à certaines hypothèses sur les spectatrices et les spectateurs qui sont en face. Et depuis le développement notamment de l'échantillonnage de YouTube, etc., a largement changé la façon dont le matériau qui est présent dans Opération Lune s'est mis à circuler. Alors le cadre documentaire, je vais passer assez rapidement sur les principaux éléments. Quand je dis c'est vraiment pour tout mettre sur la table. Ce qui me semble intéressant, c'est que Carell choisit de reprendre le programme Apollo avec une logique narrative qui est celle de l'enquêteur par analepse. On est d'abord chez Kubrick, on est sur quelque chose qui paraît très éloigné, et cette manière, alors est-ce qu'elle est fictionnalisante ou pas, en tout cas elle est très présente en fiction, cette manière de partir du détail qui cloche pour dévoiler le grand schéma d'une manipulation planétaire, ou en tout cas d'une manipulation de très grande envergure, est un point d'entrée particulièrement malin pour ensuite articuler les différents éléments et les différentes sources qu'il utilise. Et puis, il y a tout un travail
sur l'image et notamment sur le sous-titrage, sur la voix, qui mériterait une analyse beaucoup plus approfondie que ce que je vais vous proposer. On a d'abord toute une série d'indices de factualité, c'est-à-dire que c'est une discussion sans fin en théorie de la fiction pour savoir donc, si on a une frontière au sens strict ou des indices qui permettent de placer de part et d'autre de faits et fiction ou de fiction et documentaire les œuvres, et parfois les œuvres donc les plus compliquées à classer. Il y a notamment donc, parmi ces indices de factualité la présence de personnages historiques et notamment la présence de morceaux off, d'interviews de personnages historiques, qui ne se trouvent pas justement par simple récupération d'archives, mais qui supposent d'avoir les rushs des interviews. Donc tous ces moments où on voit Kissinger, où on voit Haig, on voit Rumsfeld, etc., discuter, prendre leur whisky avant l'interview ou après l'interview, sont particulièrement puissants pour établir le sentiment d'une enquête de première main. Et on va voir pourquoi. Il y a bien entendu tout le travail de mise en contexte historique, l'utilisation d'images d'archives qui est constamment sollicité au début. On voit qu'à partir du deuxième tiers de la vidéo, c'est une utilisation totalement anarchique qui est faite, mais au début, on cimente fortement le sentiment de vraisemblance historique en s'appuyant sur des dates et des événements qui ne souffrent pas donc la contradiction. Et puis, on a donc tous ces éléments off avec donc cette espèce de complicité, ces moments de plaisanterie, ces moments également d'insistance sur il ne faut pas diffuser ça, je vais avoir des problèmes si je dis ça, etc. Tous ces éléments qui sont montés et qui sont d'ordinaire de l'ordre du off dans le travail du documentariste, vont donner, en termes de réception d'Opération Lune, un très grand vernis d'authenticité. Plus le fait que vous avez tout au long de la première partie de la vidéo, celle qui joue au maximum donc, sur cette impression de vraisemblance, le générique d'ouverture, si on compare les génériques d'ouverture et de clôture du cadre d'Opération Lune, on voit vraiment tout le glissement qui s'est produit, mais les génériques d'ouverture avec la production Arte, les titres bilingues, la présence en incrustation à l'image, donc des noms et des institutions auxquelles les personnages sont rattachés, tout ça est typique du travail des documentaristes. Et quand c'est présent en fiction, c'est très souvent pour donner justement un certain ancrage réaliste. Quand on va afficher le nom Quantico, la date, quartier général du FBI, etc., dans une série, c'est souvent donc, pour essayer de se rapprocher de ces formats d'expression documentaire. Et par ailleurs, si on creuse au niveau parafilmique, si on va chercher de l'information, alors en 2002, c'est un peu difficile de le faire si on est face à sa télévision, mais aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience multi-écran pendant laquelle on est en train de suivre un programme tout en se renseignant sur qui l'a produit. On découvre que William Carell, si on ne le connaît pas, est avant tout un documentariste. Ce qui nous explique au passage la présence de tous ces passages off, puisque l'œuvre phare de Carell avant Opération Lune, c'est le documentaire donc, Les Hommes de la Maison Blanche sur le Watergate et la présidence Nixon. Donc, tous les proches de Nixon, toute cette intelligentsia républicaine qui, de Nixon à Bush, finalement, a marqué la deuxième moitié du XXe siècle, sont interviewés non pas pour Opération Lune, mais pour les Hommes de la Maison Blanche, ce qui donne ensuite à Carell un matériau incroyablement riche pour monter son documentaire. Et puis vous avez un travail qui contribue également
à consolider le sentiment de vraisemblance de façon un petit peu frauduleuse, mais Carrel joue sur tous les aspects pour commencer par établir d'abord un sentiment de très grande solidité documentaire de son propos, c'est de jouer sur les stéréotypes. C'est-à-dire la figure de Nixon, personnage torturé, personnage stressé, constamment tendu donc, par l'enchaînement de ses mensonges, par sa carrière aux multiples rebondissements. Et en parallèle, Kubrick, avec la citation d'ouverture, Kubrick donc, qui s'en prend à Dieu pour les malfaçons du monde, et puis les témoignages de Christiane, donc, la veuve Kubrick, qui explique donc la détermination, le caractère très obsessionnel de cet artiste sans concession dans la manière donc d'aboutir sur chacun de ses projets, notamment au niveau technique. Ce qui peut donner une certaine consistance à cette histoire de lentille qui aurait été donc au cœur du deal entre la Maison Blanche et le réalisateur. On a par ailleurs un recadrage constant des informations. Alors, ce n'est pas nouveau, ça fait partie naturellement d'un arsenal de manipulation qui nous est relativement familier dès lors qu'on s'est un petit peu intéressé aux pratiques de propagande au sens large. On va avoir une pratique notamment constante de la recontextualisation des différents indices par analepse. C'est-à-dire le fait de commencer par le présent de Christiane Kubrick et le dévoilement progressif d'un propos, d'un dévoilement, d'un propos à connotation conspirationniste, amène les spectateurs, en tout cas dans l'optique où je l'ai souvent observé en montrant le documentaire à des étudiants, notamment si on fait une pause au milieu, c'est toujours intéressant de couper et de dire « Ok, qu'est-ce que vous en pensez maintenant ?» C'est qu'ils vont reconstituer une signification, non pas de ce qui est dit par rapport à un contexte historique, qui est parfois mal maîtrisé, hein, l'historique du programme Apollo, mais par rapport à cette espèce de téléologie rétrospective qui consiste à nous dire « Regardez, tout ça, ça se termine dans le salon de la veuve Kubrick qui va nous expliquer le pourquoi du comment. » Les séquences, par ailleurs, sont très souvent éloignées du contexte, et dès lors qu'on sait que Carrel a réalisé un documentaire majeur sur le Watergate et la diplomatie américaine pendant les années Nixon, on comprend mieux la présence de toutes ces séquences, des témoignages de Kissinger, de Haig, de Rumsfeld. On a énormément de travail de juxtaposition et de montage assez nerveux, hein, avec beaucoup de changements de plan que retient Carrel, lui permet de passer énormément de petits éléments de canulaires qui vont monter en densité, plus on progresse dans les 52 minutes, parce qu'on n'a pas l'impression que ça ne fait que 52 minutes, tellement c'est riche. Ces juxtapositions se font à la fois avec des éléments de documentaire et de canular, particulièrement donc, la conversation des deux hommes sur la Lune, qui me fait toujours autant rire, et puis quelque chose qui est plus sournois, qui est la juxtaposition d'éléments documentaires, c'est-à-dire d'un côté le propos prévu en cas de désastre sur Apollo 11, et puis les très nombreuses allocutions de Nixon dans lesquelles il dit qu'il a été au cimetière, ce qui est pas un job à plein temps, mais en tout cas qui est une activité assez récurrente de la part des présidents, spécialement en temps de guerre. Donc, trouver une séquence vidéo avec Nixon qui dit « j'ai déposé une jab au cimetière », ça ne veut pas dire qu'il a enterré à distance donc, les membres de l'expédition Apollo, mais quand on juxtapose les deux, c'est l'effet qu'on va produire. Et puis, il y a tout un travail que vous avez pu suivre, hein, de construction par continuité topique, en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment que si on a juxtaposé différentes séquences,
c'est qu'il y a un lien, et ce lien, en fait, c'est nous qui le construisons. C'est-à-dire qu'il fallait trouver la personne idéale pour ce travail lorsqu'on a donc la discussion dans les jardins de la Maison Blanche, et ensuite on retrouve donc Rumsfeld à l'époque du tournage des Hommes de la Maison Blanche, qui nous dit voilà quelqu'un de remarquable, et on a bien entendu le sentiment que cette personne-là est la même, et en filigrane qu'il s'agit de Stanley Kubrick. Or, si vous revoyez toute cette séquence-là, qui fait à peu près 2 minutes, à aucun moment les personnes interrogées ne parlent de Kubrick. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'ailleurs s'ils parlent tout simplement de la même personne ou pas, c'est juste un effet de montage particulièrement malin. Et puis, qu'est-ce qui va faire prendre toute cette mayonnaise? Qu'est-ce qui va cimenter la consistance narrative de tout cela? C'est à la fois la voix-over, donc la voix du commentateur qu'on va avoir à plusieurs reprises dans le déploiement de la séquence, et puis ce que j'appelle les personnages infiltrés, alors qu'on va reconnaître assez vite, puisqu'ils ont tous, alors si on est un peu cinéphile, on va reconnaître des personnages qui sont issus de chez Hitchcock, de chez Kubrick, et particulièrement donc, cette Eve Kendall, qui est présentée donc, comme la secrétaire de Nixon. Et à chaque fois que vous avez une Eve Kendall qui intervient dans cette séquence assez longue où on est en train donc, de réfléchir à la stratégie à tenir à la Maison-Blanche, c'est pour amener une consistance aux propos qui ne peut pas être établie simplement par juxtaposition des séquences recueillies auprès des grandes figures de la Maison-Blanche, donc par Carrel. On entre en logique conspirationniste, je vais un petit peu accélérer pour qu'on ait le temps de dialoguer, avec plusieurs éléments alors, qui sont devenus familiers. Il faut quand même souligner le tour de force de Carrel, qui fait ça en 2002. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien entendu été tous imprégnés par le conspirationnisme et par la manière de lutter contre, mais je trouve que Carrel est assez pionnier dans la façon d'aborder le sujet à l'époque. D'abord, ce qu'on retrouve tout le temps et ce qui apparaît très fortement à partir de 2001 et des grandes vidéos conspirationnistes à propos du 11 septembre, je pense à Loose Change par exemple ou à Demolition 9/11, c'est l'idée de systématiquement fragiliser la version officielle des faits en montrant des officiels en posture de dénégation. Donc là, c'est Farouk Elbaz, qui est réellement directeur technique de la NASA, qui n'est pas du tout un personnage implanté par le documentariste, qui va avoir ce rôle-là. Donc, régulièrement avoir des figures d'autorité qui vont dire non, c'est n'importe quoi, et en général, ça va être un pur argument d'autorité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qu'on va ensuite mettre en scène dans des situations, mettre en scène ou simplement citer naturellement, dans des situations d'argumentation construite. La mise en cohérence de faits lointains, c'est le fameux coïncidence, je ne pense pas. Alors là, c'est un acteur implanté, donc celui qui porte le nom de Jack Torrance, et qui se trouve dans le dos d'une statue de la Liberté. Alors, les Parisiens reconnaîtront où elle se trouve. Un homme de chez vous entrera à la Maison-Blanche, donc une mise en cohérence de la présidence Nixon avec l'élection de Ronald Reagan donc, en 1980. Ça, c'est typique de l'idée d'un grand schéma organisateur de la conspiration. Des rapprochements qui sont faits. Alors, on aime beaucoup, en logique conspirationniste, les photos de rencontres. On a l'air de dire, si ces gens-là se sont serrés la main un jour, c'est vraisemblablement qu'ils se retrouvent régulièrement pour comploter. Donc, c'est la photo de Von Braun et Disney, c'est l'échange Kissinger-Kubrick, qui peut suggérer que ce seraient des personnes qui auraient pu ourdir un plan secret. Et puis, on va avoir des plans qui sont des plans de coupe, qui peuvent être un peu vus comme des plans de remplissage, mais au fur et à mesure du déploiement du propos, on se rend compte que ça diffuse une rhétorique de l'insinuation, donc le « on ne nous dit pas tout » que les conspirationnistes utilisent à foison. Et puis on a des Men in Black, bien entendu, pour qu'il y ait conspiration, il faut nous expliquer que les preuves doivent disparaître. Donc là, c'est de nouveau le témoignage de Eve Kendall, avec elle a eu du mal à prendre des notes, et puis à la fin,
Donc on a détruit les traces de la Réunion. Donc on n'a plus que le témoignage des survivants, entre guillemets, de cette période. Les figures de dévoilement sont très fréquentes. On a des formes très, très canoniques, la partie visible de l'iceberg, les règles classiques des familles de la mafia, la lune c'était juste l'alibi, et il faudrait être d'une naïveté surprenante pour croire que, même un enfant de 10 ans, ça c'est un topo qu'on retrouve très souvent donc, dans la logique conspirationniste, qui consiste, au bout de quelques minutes de vidéo, à expliquer à la spectatrice ou au spectateur que ça y est, on a quitté le monde des moldus, le monde des illusions, qu'on est du côté de ceux qui savent, et la masse ignorante est laissée derrière nous comme les enfants de 10 ans, comme les naïfs, alors que nous, ça y est, on est dans le camp des gens qui savent, qui sachent aujourd'hui, comme on dit quand on est dans la moquerie de ce type de rhétorique. Nous sachons. Je passe rapidement sur les éléments scientifiques. Ils ont été très largement retravaillés, débunkés, etc., par toutes sortes de spécialistes du sujet. On est dans un propos qui est rocket science au sens anglophone du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit de nous enfumer avec une rhétorique pseudo-scientifique à plusieurs niveaux, et puis, faute d'entrer dans des détails, alors ce sera encore plus drôle si on décortiquait Loose Change sur le 11 septembre, parce que là, on est sur un grand n'importe quoi scientifique, et notamment en termes d'ingénierie et d'architecture. Là, ça passe plus rapidement. Ce qui est amusant, c'est que le contexte de guerre froide aidant, c'est un ancien donc, du KGB qui représente pour l'essentiel la pseudo-expertise scientifique. On est très souvent dans le technobabble, hein, c'est-à-dire dans une utilisation des termes scientifiques et techniques, non pas à titre de vulgarisation, mais au contraire dans une logique d'enfumage, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire comprendre les phénomènes qui sont à l'œuvre, mais simplement à jeter le doute avec cette éternelle histoire du drapeau américain qui ne peut pas flotter alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, l'enfoncement des empreintes, et tout ce qu'on a vu à maintes reprises donc, dans le débat sans fin sur le programme Apollo et toutes les personnes qui n'y croiraient pas. Dernier point, la réception du film, et puis je vais essayer de tenir pour qu'on ait le temps de parler. Alors, quand on voit, comme je vous ai proposé de le faire, quand on voit dans le contexte d'un séminaire de narratologie un objet aussi singulier qu'Opération Lune, bien entendu, le programme de William Carrel, je pense, atteint son objectif. C'est-à-dire qu'on a la création à travers un détricotage de la vraisemblance au fil du propos, la création d'une machine de guerre très efficace et d'un outil pédagogique, je trouve excellent pour l'avoir pas mal utilisé dans le cadre notamment de l'IUT d'Evry, d'éducation aux médias. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, les multiples rebondissements de la réception de Opération Lune. Alors, je vous rappelle simplement à partir de quel moment on peut observer le basculement vers le canular. Ça commence à la 14e minute, mais alors, il faut vraiment être dans une logique de soupçon permanent. Mais on voit bien qu'on ne peut pas, si on est à New York, se trouver à cette distance-là et à cette hauteur-là par rapport à cette statue de la liberté qui est par ailleurs remarquablement blanche. Donc, on est à Paris, mais à la limite, c'est juste un doute, un soupçon. Ce monsieur Jack Torrance a le droit de se trouver à Paris. Par ailleurs, il s'appelle Jack Torrance. Donc, si on a vu Shining, on a également un vieux doute sur l'homonymie qu'il peut y avoir entre cet acteur et le personnage de Jack Nicholson dans un documentaire incarné par Jack Nicholson, dans un documentaire qui est centré sur Kubrick. Ensuite, on a
tous les indices très étonnants de biographie sur Michael Collins, sur Neil Armstrong, qui sont contradictoires avec ce qu'on pourrait savoir, mais le sait-on? On est toujours dans les interstices de la connaissance historique du public, pour l'avoir présenté plusieurs fois à des étudiants. Quand on leur dit que Neil Armstrong s'est retiré dans un monastère, ça n'a pas l'air de poser de problème pour eux. C'est normal, on n'enseigne pas non plus en histoire géo la biographie complète des grands personnages de l'histoire à chaque fois, mais ça fait partie donc des indices qui peuvent commencer également à semer le doute. On va avoir donc toutes les allusions cinéphiles, donc là je saute au générique final, mais naturellement on en a beaucoup, je vous laisse les retrouver par lui-même. De W.A. Königsberg, hein, c'est le nom de Woody Allen, donc, le véritable nom de Woody Allen. Tous les autres donc, sont des personnages de fiction donc, de différentes origines. Et puis on a donc au début des faux relativement crédibles, et on passe progressivement donc, à des faux tout à fait grossiers, avec le basculement final, où là on est dans le n'importe quoi. On est délibérément dans le blanchisseur qui nous présente donc une maquette, un diorama complet de la zone d'opération, l'accident avec les Pères Noël qui sont rassemblés autour de la victime, et puis ce fameux personnage donc, retiré dans une yeshiva, ce jeu de mots tout à fait lamentable sur il pointait aux acidiques. Normalement, le doute ne peut pas subsister à ce niveau-là, parce que William Carrel a été jusqu'au grand guignol final dans le basculement, dans les dernières minutes, et puis dans ce générique où on a à la fois une musique un peu Nouvelle-Orléans, etc., qui donne l'impression qu'on sort d'un film de Woody Allen, et une répartition plus claire de qui était qui, dans leur propre rôle ou les acteurs de fiction qui nous sont présentés. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les réceptions au premier degré qui ont pu être faites de ça. Parce que quand on le projette en classe, le phénomène de continuité topique qui traverse donc toutes les conversations, qui traversent toute l'enquête, hein, quand je disais par exemple, on soupçonne que c'est Kubrick qui est à l'esprit de Rumsfeld quand il est en train de parler, mais on n'en a aucune preuve, ça continue d'irriguer, si vous voulez, toute la réception qui est faite par des étudiants ou, j'imagine, par toutes sortes d'internautes aujourd'hui. Et lorsque les étudiants comprennent qu'il y a un doute à avoir, souvent en retour, ils vont généraliser le doute à toute l'œuvre. Ce qui est amusant, c'est pour Vernon Walters. Parce que quand je dis aux étudiants, alors qu'est-ce qui ne va pas dans tout ce qu'on nous a montré, ah ouais, quand même, le gars de la CIA, là, Vernon Walters, il parle trop bien français, c'est pas possible. Alors que c'est le vrai Vernon Walters qui avait un français magnifique, sans accent, et qui est effectivement mort pendant la réalisation du reportage. Tout ça est vrai. Le souci, c'est que lorsqu'on crée le doute, eh bien, on peut avoir un doute qui emporte également, qui va charrier les éléments documentaires qui étaient simplement juxtaposés avec des éléments fictionnels. Et puis, il y a l'effet YouTube, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de petits morceaux d'Opération Lune, et vous voyez bien que si on n'est plus sur les 52 minutes où le dispositif opère, mais sur un saucissonnage avec notamment les propos de Dimitri Meufflet, donc l'ancien agent du KGB, qui va être souvent utilisé donc, par les conspirationnistes à propos du programme Apollo, et que c'est repris par des non-francophones, qui ont peut-être plus de mal à saisir le propos de William Carrel sur la durée, eh bien, on a une mise en circulation d'éléments qui citent la télévision franco-allemande Arte comme gage de sérieux, et qui vont contredire très radicalement ce qui était le propos initial de Carrel, sur la façon dont on peut faire dire n'importe quoi aux images. Et parfois, donc, on a une reprise sur des blogs ou sur des forums
des arguments mis en avant par certains personnages, comme si il s'agissait donc de propos directement utilisables dans une dénonciation. Quelques exemples, alors comme on est en train d'enregistrer, vous allez pouvoir les détailler davantage. Ça nous vient donc de Astro Amateur, qui est un blog qui nous parle notamment du retour sur la Lune. Enfin, je vous laisse savourer l'orthographe de l'auteur de ce petit billet. On a en fait, quand on lit le pavé de texte, l'idée que c'est la plus grosse farce jamais faite au monde, que ça a été tourné par Kubrick. On a les noms bourrés de fautes d'orthographe, mais on a les noms de tous les personnages qui sont mis en scène par William Carell. Et tout ça est pris totalement au premier degré par quelqu'un qui ensuite se targue d'une expertise au point qu'il conclut sur si besoin, nombreux besoins de plus d'infos ou questions, me contacter. Puisqu'on a typiquement la posture de l'expert autoproclamé du web. Le même Wotan 78 continue avec donc, le décor de Cap Canaveral refait à neuf, etc. On a une reprise presque intégrale du topo de William Carell. Et ce que j'ai mis en gras, il aurait dit à David Bowman, donc là, il n'identifie pas que Bowman donc, est le personnage central de 2001 Odyssée de l'espace, mais qui a écrit cette connerie. Buzz Aldrin devient malade, alcoolique, etc. Michael Collins a disparu. On reprend tout ça, et puis on a ce merveilleux passage, Vince Brown, régisseur, retrouvé découpé en morceaux, en pentagonie. Je vous laisse le savourer. C'est-à-dire qu'on s'amuse bien avec William Carell, mais je dirais, les gens qui reprennent William Carell sont également, à leur méthode, à leur manière, également très drôles. Et pourquoi n'y sont-ils pas retournés depuis? C'est vrai que, comme vous le savez, il n'y a pas eu de programme Apollo dans les années 70, c'est-à-dire que manifestement, notre Wotan 78 ne sait pas qu'il y a eu, après Apollo 11, toute une série de vols qu'on a amené des buggy sur la Lune, etc., et que c'était une destination, alors pas quotidienne, mais en tout cas une destination régulière de la NASA à cette période. Donc, pour amener des choses dans la discussion, dans le temps qui nous reste, première chose, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche dans le désordre. D'abord, donc, on a l'idée d'une description progressive et implicite donc, de la vraisemblance qui devrait favoriser la lecture métanarrative et réflexive. Attention, les images telles qu'elles sont manipulées et construites pour former un récit efficace vont avoir un pouvoir très délétère. Je dis favoriserait parce que je ne suis pas sûr, au regard de ce que je viens de vous montrer, et puis parfois au silence persistant de certains étudiants lorsque j'ai montré Opération Lune, je ne suis pas sûr qu'on fasse, on ne fait jamais du 100% en sciences sociales, vous me direz, mais je ne suis pas sûr qu'on touche systématiquement au fleurissement, je dirais, de cette lecture métanarrative chez chacun des spectateurs de Opération Lune. Ensuite, j'insiste sur le fait que l'ambiguïté pragmatique, qui est un tour de force chez Carell, correspond à un cadre de réception donné. Et on a même des personnes qui, lorsqu'elles sont tombées lors de la première diffusion sur Arte d'Opération Lune, qui sont tombées au milieu, ou qui ont arrêté au milieu, c'est-à-dire que le fait de zapper et de ne pas voir nécessairement les choses, fait que même avant YouTube, on pouvait avoir des réceptions tronquées du dispositif. Cette ambiguïté pragmatique, alors, ce serait à tester sur des travaux de nature plus cognitiviste. Est-ce qu'on est câblé pour, en fait? Est-ce qu'on a une vraie capacité à tenir l'ambiguïté pragmatique d'un documentaire, qui est un format rare et qui est un format dans lequel on peut être tenté de tout rebasculer, ce que je vous disais, c'est-à-dire tout basculer dans le canular en disant, bah oui, regardez, même Vernon Walters, c'est un acteur, donc basculer, y compris les personnages historiques, dans un recadrage de canular, ou au contraire, être comme Wotan 78, c'est-à-dire tout prendre au pied de la lettre et sous un format
purement de retransmission de documentaire du propos d'opération. Ce qui m'a intéressé aussi en termes de construction narrative, c'est la façon dont on utilise la polyphonie du propos, le nombre de voix, de personnages qu'on fait intervenir, ce côté, alors c'est pas du dos passos, mais on a une idée quand même qu'il y a plusieurs fils narratifs et plusieurs sources de témoignages, y compris le témoignage de Farouk Elbaz, source d'autorité qu'on va décrédibiliser, qui vont, je pense, consolider le storytelling en donnant le sentiment que le sens qu'on retire du propos conspirationniste est d'autant plus fort qu'il donne l'impression de faire l'objet d'une enquête par recoupement, même si naturellement le phénomène de recoupement ici est complètement pipé. Et puis le phénomène d'autonomisation du récit de dévoilement, parce qu'il est très, très malin, parce que Carrel construit pour le détruire un propos de dévoilement particulièrement fin sur Kubrick, sur la Maison Blanche, sur le contexte du programme Apollo. Et les quelques captures d'écran que je vous ai montrées sur la réception en ligne, bien entendu c'est très parcellaire, montrent qu'en fait, une fois qu'on a construit des brins de récit comme ça, ils peuvent avoir tendance à s'autonomiser. Il y a une vraie autonomie, je pense, des segments bien construits de storytelling qui font que lorsqu'on essaye de rattraper ensuite le message tel qu'il s'est mis à circuler sur le web, et notamment quand on en est l'auteur comme William Carrel, ce serait intéressant de le rencontrer pour savoir comment il gère les choses aujourd'hui. Ce serait, il me semble, intéressant de suivre justement le chemin que vont emprunter les bribes ou les formes consolidées, si vous voulez, de storytelling une fois qu'elles sont devenues indépendantes un peu du contexte de production qui les a amenées sous nos yeux. Voilà, je vous remercie. C'était un topo construit en 24 heures, donc désolé des redondances et des parties qui fuient un peu de tous bords, mais j'espère qu'en tout cas que ça va déclencher une discussion intéressante entre nous. Je vais commencer si personne d'autre n'a une question. Tu m'entends, Olivier? Très bien, oui. Oui, moi j'étais coupée un moment, donc je ne sais pas si tu as dit ça vers la fin. Je voulais savoir si tu peux en dire un petit peu plus sur cette difficulté que tu as constatée chez certains récepteurs à considérer qu'il y a des zones de fiction et des zones qui sont documentaires, c'est-à-dire la difficulté à envisager la cohabitation des deux. Quand tu disais les étudiants, du coup, quand ils comprennent que c'est un canular, donc du coup tout est faux et ils n'envisagent plus les personnages vrais, par exemple, comme tels, etc. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette difficulté à saisir le fait que le propre de ce genre de documentaire, on en avait travaillé il y a quelque temps sur la question des pactes de réception et des pactes de fiction et non-fiction, et cette difficulté justement à saisir le fait que dans l'œuvre, il y a les deux, hein, et sans faire basculer d'un côté ou de l'autre entièrement tous les éléments. Plusieurs éléments. D'abord, le format de l'enquête amène souvent en fait, à créer de l'ambiguïté pragmatique. Alors, chez certains, c'est très explicite. Si on prend, tout à l'heure, ma langue a fourché, j'ai dit Carrère au lieu de Carrel, mais parce que je pensais au royaume d'Emmanuel Carrère, où il admet, donc dans les grandes lignes, hein, c'est le témoignage d'un passage par une religiosité très forte, par quelqu'un qui est ensuite sorti. Et par ailleurs, ce que fait Emmanuel Carrère dans Le Royaume, c'est toute une série de retours sur les premiers temps du christianisme, qui a à la fois son histoire perso et puis l'histoire des premiers chrétiens qui est intercalée là-dedans. Et
il dit à plusieurs reprises, là, je m'autorise à imaginer ce qui se passe quand Paul arrive dans telle ville, parce qu'on n'a pas le document. Dans le cadre de ce qu'on appelle une enquête, les juxtapositions de segments imaginés, explicitement imaginés, et puis de segments sourcés, sont pas monnaie courante, mais en tout cas sont pragmatiquement identifiables quand les auteurs font ce travail-là. La particularité en général des conspirationnistes est de cacher ça et de cimenter leurs propos pour l'essentiel en donnant un maximum de matériaux bruts et documentaires, de sources historiques, en disant ensuite, voilà, vous ne pouvez pas contester les images de la tour sud qui s'effondre, vous ne pouvez pas contester les relevés de la navigation, par exemple, des différents avions du 11 septembre. Et là-dedans, au moment de la réception, il se produit une espèce de cataclysme cognitif, c'est-à-dire quand on dit tout est faux, c'est justement pour ça que j'insiste sur l'idée que fiction et documentaire, ça ne correspond pas à vrai et faux. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est dans un cadre documentaire, c'est qu'on s'engage à prouver, c'est qu'on soumet ce qu'on exprime à une obligation de preuve. Ce qui peut faire qu'on est accusé éventuellement de faux, de mensonge. Dans le cadre d'une expression fictionnelle, on est très souvent dans une promesse de vraisemblance, mais si on écrit, si on produit, si on filme, si on dessine quelque chose de faux, on ne pourra pas être accusé de mentir. Et ça, chez des publics, alors jeunes, mais est-ce que c'est une question d'âge? Il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion de le projeter dans des maisons de retraite. J'ai toujours projeté ça à des Bac plus 1, Bac plus 2. Chez des publics jeunes, ce que j'observe, c'est une incapacité, en tout cas chez ceux qui sont dans cet état de panique, à se dire, je garde du discernement séquence par séquence sur l'origine de ceci ou cela. Ça, j'ai probablement une source historique, mais elle est recontextualisée, donc je peux avoir un doute sur la signification qu'on lui attribue dans ce contexte-là. C'est un travail ensuite de reprise séquence par séquence, et parfois on renavigue, alors je ne fais pas ça chaque année, mais on peut reprendre à telle ou telle minute en disant, voilà, sur tel passage, c'est le vrai Donald Rumsfeld. Il n'y a pas de doute, Donald Rumsfeld dit ça devant la caméra. Après, ce ne serait pas la première fois que Rumsfeld ment. Donc, on peut avoir, dans un contexte documentaire, quelqu'un qui profère des phrases fausses, naturellement. On est tous des menteurs, donc pourquoi pas Rumsfeld. Et par ailleurs, il peut très bien dire les choses de manière sincère, mais comme William Carell vous promène d'un pronom à l'autre en disant « il » ou « elle » fait ceci, et en fait, on ne sait pas quel est l'antécédent du pronom, et on suppose que c'est Stanley Kubrick, c'est là-dessus qu'il y a ce travail sur la continuité topique. Mais c'est bigrement compliqué d'échapper à une relecture rétrospective du type « ah, donc c'est tout faux ». C'est compliqué parce que ça supposerait de faire une analyse de séquence, d'être finalement presque dans un cours de cinéma et pas juste dans une éducation aux médias. J'ai vu Anne qui levait la main. Mais est-ce que c'était... Oui, j'ouvre mon micro. Non, c'était juste pour te demander justement, est-ce que tu crois que l'expérience de Carell, qui date de 2002, elle est faisable maintenant? Et à mon avis, elle est plus faisable du tout maintenant. Tu as vu Plandemic, tu as vu Hold Up, voilà. Maintenant, on ne peut plus prendre un risque pareil. Qu'en penses-tu? Alors,
je dirais là, il y a un sociologue en moi qui crie non, rien n'est infaisable, puisqu'on va toujours trouver l'individu qui va arriver à faire ça. Après, dans les conditions où Carrel l'a fait, c'est-à-dire sur une commande d'Arte, avec avec tout un staff qui se met d'accord pour commander un propos de cette nature-là, difficile. Après, je peux naturellement prendre le youtubeur isolé qui va pouvoir continuer de faire du documentaire sous cette forme-là. Et puis, oui, mais d'autres documentaires. Kissinger ne prendra jamais le risque, et Rumsfeld non plus. Des gens comme ça ne prendront jamais le risque d'intervenir dans ce type d'expérience maintenant. Oui, alors là, il se trouve que Carrel réutilise les rushs des hommes de la maison. C'est ça, mais si tu veux, tu n'aurais plus d'autorisation. C'est-à-dire qu'en fait, le risque maintenant, la mise en doute de la parole officielle est telle, la mise en doute du réseau de confirmation qui fonde la parole scientifique est telle, on est tellement tout simplement dans le complotisme que l'expérience devient impossible parce que le cadre dont tu parles a perdu sa stabilité. Oui, c'est très juste. Et par rapport à la thématique précise du storytelling, ce qui est fort dans Opération Lune, c'est la complexité des ramifications narratives, mais sur un pitch, une histoire très simple à la base qui a donc une très grande capacité de circulation et de reproduction sans trop de déformation. C'est-à-dire, Kubrick a fait un deal pour pouvoir réaliser son film avec la Maison Blanche, et donc tout ça a été tourné dans la banlieue de Londres. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sous des formes très très variées aujourd'hui, et c'est ça qui serait surtout très difficile à faire au niveau déontologique. C'est-à-dire que si on propose à un documentariste de l'envergure d'un Carrel de se lancer dans un projet comme ça, aujourd'hui, je pense que justement le précédent d'Opération Lune lui fera regarder ce que c'est devenu. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, une majorité des personnes qui regardent Opération Lune le regardent par petits bouts et avec une logique de confirmation d'une hypothèse conspirationniste. Donc ça, ce serait très dissuasif pour se lancer là-dedans en 2020. En même temps, j'ai un optimisme indécrottable sur notre capacité à sortir petit à petit de nos pires obscurantismes. Et un des aspects qui me rend optimiste, c'est la façon dont petit à petit, dans les échanges du quotidien, les topoïs conspirationnistes, entre guillemets, sont en train d'être tournés en ridicule. C'est-à-dire, il y a quelques années, tu disais « coïncidence, je ne crois pas », c'était pris au sérieux. Aujourd'hui, tu déclenches une hilarité complète parce que ça fait partie de formats d'expression, de tropes dont on est en train de voir les limites. Il y a un apprentissage collectif, je pense, de ça. Le souci en parallèle, c'est que les sujets vers lesquels le conspirationnisme se déplace sont de plus en plus nombreux. Donc on est dans une espèce de guerre de position dans lesquelles on est de mieux en mieux armé pour lutter, et en même temps, il y a des nouveaux fronts qui se déploient partout. Enfin, là, je parle en tant qu'enseignant citoyen stressé par la situation, mais j'imagine que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Olivier, juste une précision. Quand tu dis qu'il ne pourrait pas le faire dans le cadre de Arte dans lequel il l'a fait, tu penses que Arte ne le diffuserait pas, qu'il considérerait qu'il est trop ambivalent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Carrel ne pourrait pas faire ça dans le même cadre? Tu veux dire que Arte n'accepterait pas ou...
Alors, là, je dirais, sociologue prudent, n'ayant pas fait, ce serait intéressant de poser la question à des sociologues qui travaillent vraiment sur la production documentaire, et notamment dans le contexte français, pour voir à quel point aujourd'hui les grands médias sont stressés sur les problématiques de réception. Ce serait à minima avec un disclaimer au début, un disclaimer à la fin. C'est-à-dire que là, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'appuie de A à Z sur le discernement du spectateur sans jamais expliciter le fait qu'il s'est moqué de nous. On n'a pas l'éternel disclaimer avec des gros sabots qui nous dit « ceci est une fiction, toute ressemblance » ou « ceci est une démonstration qu'on peut faire dire n'importe quoi aux images ». On s'appuie sur l'idée qu'il y a suffisamment d'intelligence à l'autre bout du poste pour faire cette conclusion. Là, en tant que scénariste, je suis en train de travailler avec la Warner sur un projet de jeu autour de Batman. C'est une discussion permanente sur les éléments de cadrage avant même qu'on entre dans un scénario. Dire attention, il va falloir dire ne faites pas ça chez vous. Bah oui, on va pas mettre des capes et puis sauter d'un bâtiment à un autre, ça paraît assez évident. Non, il faut le dire. Il faut dire aux gens de ne pas se déguiser en chauve-souris. C'est-à-dire qu'on est sur la même logique, si tu veux, que les notices d'utilisation de produits techniques. C'est-à-dire qu'on va caler le niveau d'explicitation sur l'hypothèse de l'utilisateur le plus crétin. Et je ne sais pas si ce que je vois, moi, avec la Warner, je peux en parler là parce qu'on n'a pas de contrat de confidentialité, donc je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas fait signer ça, donc j'en parle très librement, mais ce travail constant sur les disclaimers, on peut se dire c'est très anglo-saxon, peut-être que Arte ne le ferait pas, mais je pense quand même que c'est de plus en plus fréquent, c'est-à-dire qu'on est en train de lever la question de l'ambiguïté pragmatique en ayant sans arrêt des instructions de cadrage de plus en plus lourdes, de plus en plus explicites, à la manière des ceci est une fiction, toute ressemblance serait purement fortuite, ou des éléments qu'on a en avertissement des jeux vidéo. Nous ne soutenons pas les pratiques que nous dépeignons dans les jeux vidéo. Vous pouvez conduire comme des tarés, vous pouvez tuer la moitié de l'humanité dans le jeu, mais surtout, ne faites pas ça chez vous. Dans le cas d'Opération Lune, un Opération Lune 2020, à mon avis, on aurait un sacré millefeuille de disclaimer pour expliquer. Moi, j'ai une question sur les éléments de cadrage, justement, de la première diffusion, en fait. Parce qu'on t'a montré que sur le DVD, qu'il y a une sorte de complicité pour le dispositif de dévoilement, puis d'autodévoilement progressif, puisque sur la jaquette, c'est présenté comme un documentaire, en fait. Et ce que je me demandais, c'est, à l'époque de la première diffusion sur Arte, qu'est-ce qui a été transmis, par exemple, au magazine de programmes télé? Est-ce que tu sais comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Parce que pour que le dispositif fonctionne pour les gens qui allument la télé et qui regardent ça sur Arte et qui ont vu ça avant sur leur programme télévisé, il faut que ce soit présenté comme un documentaire. Donc il faut soit qu'il y ait une complicité des programmes télévisés, soit que eux aussi ils se soient fait manipuler dans le cadre du canular. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Alors, dans mon souvenir, on était dans une promesse de dévoilement important. C'était vous allez apprendre enfin la vérité sur le lien entre Stanley Kubrick et le programme Apollo. Donc, on est sur la tonalité pragmatique des 20 premières minutes d'Opération Lune. Après, ce qui est amusant dans les témoignages que donne William Carell sur la production, c'est que lorsqu'il amène le premier montage d'Opération Lune à l'équipe d'Arte,
il y a des gens qui sont parmi les commanditaires, et puis il y a des gens qui sont dans le staff, mais qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qu'il a préparé. Et au bout de 20 minutes, il se tourne vers Carrel en disant « Mais c'est incroyable, mais c'est de la dynamite ce que tu fais !» C'est-à-dire qu'eux-mêmes, commanditaires du documentaire, sont en train de le lire au premier degré. Ce qui n'est pas tragique non plus, parce qu'on est qu'au bout de 20 minutes. Au bout de 52, ce serait beaucoup plus inquiétant. Mais il en parle comme ça, il dit « Je m'attendais à avoir un public plutôt distancié chez Arte, et au bout de 20 minutes, j'ai vu l'incroyable efficacité de ce qu'on avait mis en place. » Alors, est-ce que c'est Carrel qui fait le storytelling de sa propre aventure avec Arte? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a cet effet de saisissement sur le début. Et puis, à ce moment-là, il faut se rappeler que le propos conspirationniste reste quand même peu diffusé. Il est très présent en général dans les fictions à succès. On est au début de toutes ces fictions sur le grand dévoilement de ce qu'est le monde, ce qui a donné le succès planétaire de Assassin's Creed, ce qui a donné les Harry Potter ou autres. Quand je dis les moldus, bien entendu, on voit dans quel univers de référence on est, c'est-à-dire on passe à travers un voile d'ignorance et puis d'un seul coup on découvre la réalité du monde, mais ce n'est pas encore l'hydre qu'on connaît aujourd'hui en termes d'éducation aux médias. Mais quand même, c'est à peu près contemporain avec toutes les théories sur les Twin Towers, qui avait quand même une belle visibilité médiatique. Moi, je me souviens que en regardant la télé à cette époque-là, il y avait tous ces gens qui faisaient des documentaires pour montrer que c'était complètement fake, les attaques qui passaient sur des émissions à grande écoute en France. Donc, il y avait quand même une présence médiatique du conspirationnisme à ce moment-là, il me semble bien. Oui. C'est le moment où Thierry Messant, entre autres, a encore un peu son rond de serviette dans les principaux médias. Il est régulièrement invité pour... alors, je ne sais pas à quel moment il sort son livre « L'effroyable imposture », mais je crois que c'est 2002 aussi. Après, voilà, connaissant les temps de production sur du documentaire, je ne sais pas si Carrel n'a pas bouclé pour une diffusion en 2002, s'il n'a pas bouclé les choses avant le 11 septembre 2001. En termes de délai, ce serait à vérifier plus précisément. Mais il y a déjà, oui, un contexte, il y a déjà un mood dans lequel ces idées-là se développent. Si Carrel les comprend aussi bien à l'époque, c'est qu'on est déjà là-dedans. Oui, justement, une petite remarque pour aller dans le même sens, c'est que le petit film, alors c'est pas du tout évidemment Carrel, c'est pas les mêmes moyens, fait par les lycéens pour se moquer du complotisme, balance des signaux très 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 visibles. C'est drôle, mais c'est pas du tout inquiétant comme le film de Carrel. Le film de Carrel, comme je disais, moi j'ai trouvé effectivement, il m'a mis très mal à l'aise ce film. Je trouvais vraiment extrêmement crédible et j'étais paniquée des dégâts qu'il pouvait faire. Moi, je l'ai vu comme ça. J'ai utilisé pas mal aussi alors, pari un petit peu casse-gueule, mais que je faisais à l'époque. Entre 2001 et 2010, j'ai souvent utilisé Loose Change, donc le principal documentaire le principal documentaire conspirationniste sur le 11 septembre, celui qui a été le plus téléchargé, en ouverture, c'est-à-dire que je faisais le noir dans l'amphi, je balançais 25 minutes de Loose Change, et après on débunkait ça ensemble avec les étudiants, sauf que c'était en amphi, c'est-à-dire quand même quelque chose de très... de très maîtrisé, cadré. Voilà, avec quand même l'idée d'un cours magistral et du prof qu'on voit pour la première fois, donc avec lequel on va peut-être pas trop jouer les malins. Et
Et c'est très, très, très dérangeant parce que notamment le volet qu'on retrouve beaucoup dans la rhétorique anti-vaccinale, le volet de technobabble, de fausses allégations scientifiques, a un effet. Alors, je parle d'étudiants qui sont dans le tertiaire, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessairement un rapport très harmonieux avec les sciences. Mais qui a encore un rapport harmonieux avec les sciences aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a très souvent, quand on bascule sur des tunnels d'explication technique et scientifique, on a le sentiment que l'esprit critique se met en off. C'est-à-dire quand on dit « oui, c'est un moteur Rolls-Royce dont on a retrouvé les pales à tel endroit du Pentagone, et tout ça », à partir du moment où on nous dit « c'est un moteur, c'est de l'acier, ça fond à telle température », là, on a ouvert une brèche et on passe à peu près n'importe quoi. Et quand on dit après, et j'en suis venu au fil des objections, parce que j'avais parfois des objections assez marquées quand même de la part de certains étudiants, on en est venu parfois à faire des expériences. C'est-à-dire que j'ai le souvenir d'avoir emprunté un briquet à un étudiant pendant une pause, et on a chauffé le pied d'une chaise. C'est lamentable comme expérience. On a chauffé le pied d'une chaise, et donc les chaises tubes éducation nationale qu'on connaît tous, et j'ai essayé de chauffer ça jusqu'à ce que j'ai mal au doigt, parce qu'un briquet, ça ne chauffe pas que la chaise. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ok, maintenant, la chaise, est-ce qu'elle a fondu? Il dit, bah non. Et puis, j'ai attrapé la chaise, et puis j'ai tordu le pied sans forcer. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'elle est encore solide? Ah non, elle était plus solide. Ça a été un peu compliqué, d'ailleurs, de la remettre d'aplomb. Et je lui ai dit, c'est ça, c'est là-dessus qu'on vous berne au niveau scientifique. C'est-à-dire, quand on vous dit, les tours jumelles n'ont pas pu s'effondrer parce que l'acier, ça ne fond pas à cette température, une tour va s'effondrer avant d'avoir fondu parce qu'elle est juste malléable, parce qu'elle est molle. C'est tout, le métal devient malléable, donc ça s'effondre, et quand ça a commencé à s'effondrer, ça s'effondre en piles d'assiettes. Ah ouais, mais pourquoi ça s'effondre en piles d'assiettes? Parce que c'est conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'idée que les scientifiques, les techniciens, les architectes, etc., travaillent sur une autre planète, qu'on n'a rien à contester, rien à... Comment dire, que de toute façon, dès lors qu'on est sur de la connaissance technique, on est incompétent, donc on ne se pose pas de questions. On se retrouve avec un boulevard pour le discours conspirationniste, qui est le même qu'on a aujourd'hui dans la rhétorique anti-vaccinale, c'est-à-dire ah oui, ça n'est pas, ça réagit pas comme ça au niveau de la cellule, donc tu comprendras jamais, c'est de la technique, c'est de la médecine, c'est de la science. Sur l'écroulement des tours du World Trade Center droit, pourquoi elles sont tombées toutes droites, je leur dis, bien sûr, une tour en plein Manhattan qui, au moment où on la descend, au moment où on la démolit, ne s'effondrerait pas en pile d'assiettes sur elle-même, n'aurait juste pas le permis de construire, évidemment. Et on ne va pas se pointer à l'urbanisme en disant on va construire une tour de 70 étages, ah bon, et vous la descendez comment quand il faut la descendre? Oh, bon, on va la faire tomber sur les copines. Naturellement, on conçoit un bâtiment dans l'anticipation de sa démolition un jour. Et ça, faire passer ce genre d'argument, ça a un autre défaut, c'est que ça suppose d'avoir du temps. Regardez simplement sur les vidéos de anti-vax et pro-vax. Enfin, pas pro-vax, simplement scientifique. Quand on prend les meilleures vidéos de décortiquage du discours anti-vax, eh bien, elles prennent toutes 20 minutes. Les témoignages anti-vax prennent tous 2 minutes. C'est un autre problème, une profonde asymétrie qui est très souvent donc, de l'expérience personnelle, de la fameuse maman anti-vax qui explique qu'elle a réussi en poussant, etc., à faire inscrire son enfant à la crèche et à faire reculer le médecin de la crèche qui aurait démissionné et tout ça.
ce témoignage donc, qui a fait 4 fois le tour du web, il fait 3 minutes, je crois. Et donc, c'est compliqué quand on est dans le décortiquage, dans l'explication, parce qu'on a besoin de temps. Vous voyez, là, on vient de passer 1 heure sur Opération Lune, on n'a pas creusé 5% de ce qu'il y a à y trouver. Et là, on est avec William Carrel, qui est coopératif, hein, qui a déjà travaillé dans notre sens. Mais quand on doit expliquer, par exemple, pourquoi tout le discours à propos du Pentagone, du World Trade Center est un tissu d'ânerie, heureusement qu'on a encore le format d'un amphi où on peut enfermer les gens pendant 3 heures. Parce que si on était uniquement sur YouTube, où on sait que les temps moyens de vidéo sont de l'ordre de 1 minute 30 à 3 minutes, et qu'au-delà, les gens commencent à regarder sur le coin de la durée et se dire non, je n'ai pas le temps pour regarder ça, on aurait beaucoup de mal à faire cette éducation aux médias, parce que c'est juste déjà une question de temps. Et après, le référencement des vidéos est largement tributaire du temps qu'elles durent, puisque c'est le succès qui va créer le succès va créer la première page de résultats. Donc, c'est compliqué. Je l'ai vu aussi hein, dans tout le travail qu'on peut faire sur les pyramides de Ponzi. Alors, je ne fais pas ça, je ne fais pas tous les sujets chaque année avec mes étudiants, je fais aussi le programme, mais chaque année, j'essaye de prendre un sujet comme ça de manipulation, et sur les pyramides de Ponzi, les victimes consentantes des pyramides de Ponzi filment leur passage en caisse en disant « Oh, merci Profit25, tout mon caddie est gratuit grâce à vous. » Ça dure 30 secondes. C'est mignon comme tout, les gens sont souriants. Et quand on décortique Profit25 pour montrer que c'est une escroquerie, la vidéo, elle fait 30 minutes, même en essayant d'être concis. Donc c'est compliqué avec un média dominant qui est YouTube d'être à armes égales. Je vous remercie des témoignages que je lis sur le... C'était un peu le geste de Foufou hier de dire bah si, on va quand même faire une séance, et puis finalement je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi, ça fait très plaisir. Je ne sais pas si on a encore des choses à se dire. Moi j'ai encore jusqu'à 17h20, donc si on a encore quelques échanges. En tout cas, parmi vous, les personnes qui enseignent, je vous recommande d'utiliser le temps de public captif dont vous disposez pour tenter ce genre de choses. On ne fait pas 100% de vaccinés, on va dire, contre les manipulations, mais en tout cas, si nous, on ne le fait pas, on n'arrête pas de dire oui, il faudrait qu'au lycée, ils fassent de l'éducation aux médias. Ils essayent aussi. Dans le supérieur, on essaye tous, mais à mon avis, c'est un travail de longue haleine, et on est face à une opposition, je dirais, dispersée, mais très nombreuse. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais profiter pour te remercier, Olivier, hein, pour avoir pris comme ça au pied levé la séance, et en plus, c'était passionnante. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a pas mal de gens qui ont répondu présent, donc peut-être pas autant que d'habitude, mais je crois que tout le monde a été captivé par le sujet et la séance. Tant mieux, merci beaucoup, Annie. Merci. Moi, j'ai eu des problèmes pour me connecter, donc du coup, j'étais un petit peu en retard, mais je suis là. Et ça se déconnecte, mais je me reconnecte. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a encore, peut-être il y a parmi les étudiants, il y avait des. En fait, nous sommes dans mon séminaire aussi sur l'action de l'enquête, et justement sur ces questions que tu traitais, donc on est très très proche en ce moment de ces thématiques. Tu veux qu'on s'arrête ici comme ça, donc D'une façon générale, je pense que l'enquête, alors ce serait intéressant, je vais essayer de retrouver les liens sur le colloque qui s'était fait à Liège sur les pouvoirs de la fiction. Oui, je connais. Oui. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs interventions sur la thématique de l'enquête, et justement de l'ambiguïté pragmatique de l'enquête, qui m'avait ramené donc l'exemple de Carrère, mais c'est loin, c'est probablement pas le meilleur, puisque là on est sur en plus un décalage de temps important entre
le premier siècle et la vie perso de Carrère. Mais il y a tout un travail de réflexion à avoir sur les formats éditoriaux qui émergent autour de l'ancienne dichotomie fiction-non-fiction qui est très pratique pour les libraires, pour les bibliothécaires, etc. Parce que la frontière est socialement constituée, elle est robuste, on défend ça chacun de notre manière avec Françoise depuis pas mal d'années. On a des divergences sur 5% du dossier, je dirais, sur l'essentiel. Oui, c'est c'est une des questions sur lesquelles on travaille au séminaire, justement, de la couverture au protocole, enfin tout ce qui est protocole de légibilité qui entoure l'œuvre. Et oui, effectivement, pour l'enquête, c'est particulièrement important parce que, comme tu dis, l'enquête en elle-même, elle a un côté ambivalent parce que voilà, l'enquête est fictionnelle, mais elle est sociale aussi, elle est scientifique et les journalistiques. Enfin, bref. Donc, oui, mais si tu retrouves, tu m'envoies? Volontiers, oui. Je crois que j'avais vu passer, mais je suis plus sûre de l'avoir sous la main. Donc, okay. Merci. Donc, on va peut-être s'arrêter ici, si tu es d'accord. Moi, parce que tout le monde commence à partir et je veux pas que... Je comprends que les gens partent parce qu'on a tous une vie. Après, je ne vais pas laisser une question en suspens. Non, est-ce qu'il y a... Non, mais... alors, je vois ici... Ah non, c'est quelqu'un qui dit au revoir. Et quelqu'un d'autre qui dit au revoir aussi. Aurore qui part aussi. Mais oui, là... Et là encore, c'est la littérature qui est en train de faire bouger les lignes. Oui, je suis d'accord avec ça. Regardez ce qui se passe. Aussi, en bande dessinée, c'est très intéressant. Il y a aussi le volet dessiné documentaire qui intervient. Dans le film d'animation, c'est intéressant de voir des documentaires dessinés, par exemple, comme Valsa avec Bachir, de travailler sur des formes dans lesquelles on a raison de continuer de faire de la narratologie parce que le récit est omniprésent, mais où on voit que les questions de fictionnalité et de narrativité doivent vraiment être traitées comme des problématiques cousines, mais distinctes. Si on oublie de les distinguer, on se met inutilement dans des impasses scientifiques. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on s'est tout dit? Totalement. En tout cas, c'est un grand merci à vous parce que ça a été voilà, un petit moment de stress et d'incertitude, mais voilà, je suis content qu'on ait eu l'occasion de sauver cette séance et puis on réentendra Philippe Poussin dans de meilleures conditions très bientôt. On se retrouve donc dans 15 jours.